Bienvenue dans mon podcast dédié aux mamans solo. J'ai souhaité mettre cet espace à disposition de ces femmes qui ont connu ou connaissent la situation de maman solo. C'est l'occasion pour elles de venir partager leur histoire unique, de sensibiliser et soutenir toutes les mamans solo de France et d'ailleurs. Même si cette situation est complexe, difficile, honteuse et jugée par le regard des autres, toutes mes invitées ont réussi grâce à la libération de ressources intérieures dont elles n'avaient pas conscience, qui leur a permis de trouver des solutions, du soutien, mais surtout de vivre dignement et sereinement leur vie en tant que femme et maman solo. Vous trouverez dans ce podcast des épisodes inspirants, passionnants et émouvants qui vont vous aider à aller de l'avant, à rester optimiste, à prendre des contacts, à trouver des pistes vers des solutions et surtout à ne plus être seul. Dans cet épisode, j'accueille Emmanuelle. Après avoir bien profité de ses années de célibataire, confortables comme elle le mentionne, elle rencontre le père de son fils. Et à partir de ce moment-là, tout va aller très vite. La vie ensemble, le bébé, un projet de maison d'hôte dans les Hautes-Pyrénées. Mais dans ce tourbillon, Emma ne se retrouve plus et n'est pas heureuse. Elle s'investit beaucoup dans ce projet, mais n'a pas du tout le soutien de son compagnon ni des villageois qui sont plus âgés et surtout peu accueillants. Elle se sent d'ailleurs rejetée. Alors comment Emma va reprendre le contrôle de sa vie, pouvoir élever son enfant dans de bonnes conditions et s'épanouir dans ce milieu hostile? C'est ce qu'elle nous partage dans cet épisode. Ses décisions, les choix pas faciles mais nécessaires à sa survie et comment elle a su rebondir face aux différents obstacles que la vie lui a mis à travers sa route. Donc pour découvrir l'histoire inspirante d'Emmanuelle, ça commence maintenant. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Sophie. Je te remercie d'avoir accepté de venir partager ton histoire dans ce podcast, une histoire qui t'appartient, mais qui peut résonner auprès d'autres mamans solo et peut-être leur donner l'espoir que c'est possible de créer une vie paisible en étant maman solo. Merci à toi de m'accueillir. Je suis très heureuse d'être là. C'était un plaisir de rencontrer justement des mamans solo et de un peu connaître leur histoire qui est un peu dans l'ombre. On ne sait pas du tout ce qu'elles ressentent ou ce qu'elles vivent. Donc, c'est l'idée aussi de ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots afin que les auditrices apprennent à te connaître un peu mieux? Je m'appelle Emmanuelle Pouillard. Généralement, on m'appelle Emma. J'ai 53 ans et je suis la maman d'un garçon qui a 22 ans. Je vis près de Montpellier, dans un village qui s'appelle Beaulieu, un village très agréable et où j'adore vivre. J'ai une double casquette. Du coup, je suis à la fois conseillère en économie sociale et familiale au Centre intercommunal d'action sociale du Pays de Lunel, où j'accompagne des personnes qui perçoivent le RSA. Ça, je le fais depuis 2017 et depuis janvier 2023, j'ai créé mon activité EP Formation 34. Je suis intervenante en efficacité personnelle en proposant des journées de formation en gestion du stress, en assertivité et en communication interpersonnelle à des entreprises et ou des associations. Tu m'as demandé des qualités. Pour moi, je suis authentique, loyale et généreuse. Une citation, j'en ai choisi une de Robin Williams, l'acteur. Ne mets pas la clé de ton bonheur dans la poche de quelqu'un d'autre. Que tu peux nous raconter ton parcours de vie et comment tu es devenue maman solo? Alors, mon parcours de vie, je vivais sur Montpellier. J'avais une très belle vie de petite célibataire, tranquille. J'ai travaillé très vite, moi. À 17 ans, j'ai commencé à travailler. J'étais vendeuse dans les magasins. J'avais que mon bac comme diplôme. J'ai fait un peu la fac d'anglais, surtout la première année d'ailleurs, que j'étais quelqu'un qui, à l'époque, n'avait pas confiance du tout en soi. J'étais absolument persuadée que j'étais incapable d'avoir un autre diplôme que mon bac. Ça me paraissait déjà miraculeux d'avoir mon bac. J'ai travaillé pendant environ plus de 10 ans dans la même boutique, dans le centre de Montpellier. Et j'avais ma petite vie de célibataire, très confortable, pas exceptionnelle, mais très confortable. Et puis à 30 ans, j'ai rencontré le père de mon fils. À partir de ce moment-là, ça allait très vite. Je s'est installé ensemble très vite. Je suis tombée enceinte très vite. Et il se trouve que le père de mon fils avait une maison dans les Hautes-Pyrénées.
Et à cette époque-là, on a commencé à se questionner sur notre vie à Montpellier. On avait envie de trouver autre chose. On avait envie d'une meilleure qualité de vie, et pour notre enfant et pour nous-mêmes. On avait cette envie de créer des chambres d'hôtes. Et en fait, ben, on est parti s'installer là-bas avec notre fils. Et à un moment, j'ai eu un déclic. En fait, je me suis dit qu'il fallait que je parte. C'était plus possible. Et je suis restée dans la même région pour que mon fils puisse voir son père régulièrement. Et justement, tu parles de déclic. Quel a été le déclic qui t'a poussé à quitter cette vie de famille que tu étais en train de construire et ce projet de chambre d'hôte? Alors écoute, c'est très simple. Je vais te répondre très clairement, j'étais pas heureuse du tout. J'ai tenu le coup, je me suis battue, mais à un moment j'ai dit non, mais je suis très malheureuse, donc c'est plus possible. Je me suis retrouvée dans un village d'une centaine d'habitants où tous les habitants étaient beaucoup plus âgés que moi, avec des envies, des valeurs complètement différentes des miennes. Et ça a été très très difficile pour moi parce que tu sais, j'étais quelqu'un qui avait toujours réussi à m'adapter, qui était très curieuse des autres, qui aimait rencontrer des gens différents. Et là, ça a été très dur parce que j'ai réalisé que tout le monde n'avait pas le même désir de s'adapter à moi. Et ce qui a été encore plus difficile, c'est que je me suis rendu compte que non seulement on voulait pas s'adapter à moi, mais on n'avait même pas envie de me rencontrer. C'était très compliqué parce que moi j'étais en plus habituée à des gens qui étaient très ouverts, très festifs, tu vois. Donc je me suis retrouvée vraiment à l'extrême complet et je me suis sentie très très isolée avec mon bébé en fait. Mais par contre, ce qu'il y a eu, c'est que je me suis quand même accrochée à mon histoire d'amour avec le père de mon fils quand même et à ce projet de chambre d'hôte. Donc j'ai passé des qualifications, on va dire, c'est-à-dire que j'ai fait un CAP de cuisine, j'ai fait un stage d'anglais renforcé parce que je voulais m'adresser à une certaine clientèle. Et j'ai fait un stage de création d'activité. À l'époque, mon compagnon, il était censé faire des travaux. Et puis, en fait, il les a jamais commencés, ces travaux. Donc, à un moment, je me suis sentie complètement coincée et enfermée, à la fois dans cette maison, dans ce village, dans cette région. Et au bout d'un moment, ben, j'ai décidé de me séparer du père de mon fils. Ce qui a été extrêmement douloureux pour moi, puisque mes parents s'étaient séparés et je voulais absolument pas vivre ça. Donc, ça a été très difficile. Mais je me suis vite rendu compte qu'au bout de 5 ans, que bah, rien ne changerait. Et puis surtout, je me suis dit que j'avais 35 ans. C'était le moment parce que plus j'allais gagner en âge et plus ça serait compliqué. Même si, bien évidemment, je suis pas en train de dire que plus on atteint un certain âge, plus c'est difficile, voire impossible. C'est tout sauf ça, ce que je suis en train de dire, puisque bien évidemment, il n'y a pas de bon âge pour partir et qu'on peut partir à tout âge. Ça, j'en reste persuadée. Je me suis retrouvée dans cette nouvelle situation de maman solo. D'accord. Donc pendant 5 ans, tu as espéré jusqu'au bout en fait que ça marche. Et puis bah, Ouais. tu as bien vu que toi, de ton côté, tu faisais tout pour réussir, mais de l'autre côté, bah, il se passait rien. Ça, il y avait comme une mauvaise compréhension ce qui avait été décidé au départ, en fait. C'était Mhm. ça surtout qui a été dur aussi. Comment s'est passée cette séparation? Est-ce que tu es resté dans le village, c'est ça? Donc tu as pris un nouveau logement. Tu te sentais coupable que cette vie n'ait pas réussi, n'a pas été à la hauteur de ce que tu espérais. Comment tu te sentais à l'intérieur de toi? Ben, je ris parce qu'en fait, j'étais super enthousiaste. Souvent dans ma vie, moi, je suis quelqu'un d'enthousiaste et d'intense. Comme j'ai senti, alors ça, c'est le côté quand même positif, j'ai senti en me séparant du père de mon fils que j'avais pris la bonne décision. J'étais super enthousiaste, c'est-à-dire que j'étais super confiante. Je disais que j'allais très vite trouver un emploi, j'allais très vite me retrouver un groupe d'amis. J'étais même persuadée que j'allais retrouver un amoureux. Je me disais même que j'allais très vite avoir un nouvel enfant. Enfin, j'étais à fond. J'étais à Mhm. fond. Je m'y voyais déjà, si tu veux. Je vivais pas dans ma région de naissance et la région où j'avais la majorité de mes proches, mais j'étais pas inquiète du tout. J'avais jamais eu de problème d'adaptation pour rencontrer des nouvelles personnes, des choses comme ça. Donc, j'y suis allée, mais j'ai foncé dans le mur, en fait, quoi. Donc, je me suis rendu compte assez vite que j'étais très naïve. Donc, ça a été dur pour moi. Je me suis sentie un peu stupide, tu vois. Je me suis pas sentie Mhm. coupable, mais un peu stupide, un peu humiliée, un peu dans cet état d'esprit-là. Je me suis sentie très bête de pas avoir vu ce qui pouvait arriver, de pas l'avoir vu venir, d'avoir manqué de maturité. Je dis toujours, et je le dis encore aujourd'hui, que j'avais 35 ans à l'époque, et je pense que c'est à cette époque que j'ai découvert la vie, en fait, à 35 ans. Ça Mhm. paraît tard, mais c'est vraiment vrai. Bon, Et pourtant, tu avais quand même connu des périodes de célibat, voilà, où tu ouais, étais mais c'était tranquille. pas pareil, j'avais pas de responsabilité, j'avais pas mon fils, donc c'était pas grave.
Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça me dérangeait pas tout ça. C'était comme si j'étais rentrée dans une nouvelle réalité. Et puis surtout, je pense que la plus grande, ce qui a été, j'ose dire le mot presque violent pour moi, c'est pas presque violent, ça a été violent. C'était de me dire que j'avais eu la naïveté de croire que ça pouvait se passer entre guillemets à l'amiable avec le père de mon fils. Et ça a été un combat extrêmement difficile. Donc, en parlant de soutien, tu te retrouves dans ce village où bah, tu te sens pas accueilli, tu te sens pas, enfin, tu Hum, te hum, sens du hum, coup hum. d'un coup sens seul, même si tu es avec ton enfant et le papa qui est pas loin. Je précise, excuse-moi Sophie, je précise juste que j'avais déménagé, j'étais plus dans le même village, mais on était à D'accord. 20 minutes l'un de l'autre, hein, avec le papa. Voilà. Donc, tu étais dans un autre village, quoi. Mais c'était la même ambiance, hein. Oui. Du coup, comment tu as fait pour te reconstruire après ce retour, on va dire, à la dure réalité, à cette prise de conscience qu'en fait, non, ça se passe pas du tout comme ça. Qu'est-ce que tu as mis en place? Il y a deux choses. Il y a le fait, je me suis vite rendu compte que ça allait être dur, douloureux, et j'ai eu plus ou moins du soutien, en fait. Ce qui s'est passé surtout, ma manière de réagir, ça a été surtout que, en fait, je comprenais rien. J'avais l'impression de rien comprendre ce qui se passait parce que, en fait, j'avais le sentiment que tout s'écroulait autour de moi. Et à toutes les strates de ma vie, si tu veux. C'est ça qui a été extrêmement difficile pour moi, c'est que j'étais isolée, j'étais loin de mes proches, j'allais dire du Sud. En fait, je retrouvais pas de travail, les personnes que je rencontrais ne me correspondaient absolument pas. Et j'attirais beaucoup de personnes qui avaient des comportements toxiques. Je me sentais très rejetée. Bah, je me suis sentie très très vite très très mal, quoi. Si tu veux, j'ai été soutenue par mes proches, mais j'ai quand même eu le sentiment, et je garde encore aujourd'hui un sentiment que bah, j'aurais aimé un peu mieux faire, quoi. J'ai réalisé plein de choses, j'ai grandi pendant cette période, hein. J'ai réalisé aussi que beaucoup se protègent des gens qui ne vont pas bien. Ce qui s'est passé, c'est qu'à force de me sentir rejetée, donc je dis bien me sentir rejetée, je l'étais peut-être pas, mais je le ressentais comme ça, je me suis mise à m'isoler de plus en plus avec mon enfant. J'ai plus rien demandé à qui que ce soit. Et j'ai appris à tout gérer toute seule, si tu veux. Pour me reconstruire face à cette dure réalité, ce qui m'a sauvée, c'est une partie de mon caractère. Je suis quelqu'un de très tenace, hein. Je suis quelqu'un de très courageux, je baisse pas les bras. Et je suis restée tenace pour le travail parce que j'avais cette idée dans la tête qu'il n'était pas question que mon fils me voie glander sur le canapé en pyjama toute la journée devant la télé à regarder toutes les conneries qui peuvent passer. Alors je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien de le faire, c'est pas ça, chacun fait comme il veut, mais pour moi c'était pas possible. Et peut-être qu'il y a des fois j'aurais dû le faire parce que j'étais peut-être trop dans le contrôle. Le fait de rester tenace pour trouver un emploi, bah, ça m'a permis d'en retrouver un, et donc de reprendre une vie professionnelle, ça m'a permis de reprendre quand même une vie sociale, d'avoir des rapports sociaux, et même si c'était plus ou moins bancal, si c'était pas forcément l'idéal, ça m'a quand même fait du bien. Et puis par rapport au soutien que j'ai pu avoir quand même, qui m'ont permis de me reconstruire aussi, il y a un truc extraordinaire aussi, c'est que j'ai eu la chance là-bas, dans les Hautes-Pyrénées, de rencontrer des thérapeutes exceptionnels. Vraiment. Des thérapeutes qui étaient soit psychologues, et surtout, j'ai dans ma tête la rencontre avec un ostéopathe extraordinaire. Et ces personnes, elles ont été d'une patience extrême avec moi. Et elles m'ont aidé à prendre des décisions. Parmi les soutiens que j'ai eus aussi, il y avait mes propriétaires qui étaient des vieux paysans, qui étaient des gens qui avaient voyagé dans le monde entier, qui étaient très ouverts, qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont encouragée, et qui ont servi de grands-parents et de babysitter à mon fils. Donc ça m'a aidé avec mon fils. Ça permettait de prendre un peu de distance aussi entre mon fils et moi quand c'était difficile entre nous deux, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais aussi enchaîner avec cette question. C'est comme tu dis que tu t'es complètement isolée avec ton fils, quelles ont été tes relations avec lui et est-ce que bah, lui, il se sentait pas un peu seul s'il n'y avait pas d'enfant de son âge ou je sais pas, ou à l'école, comment ça se passait? Est-ce que lui, il a bien vécu on va dire, ce retirement de la vie, on va dire normale, entre parenthèses? Alors oui, normal entre parenthèses. Alors, ce qui s'est passé, c'est que mon fils, il allait avoir 4 ans lorsqu'on s'est séparé avec son père. Je pense que ça l'a mis dans un état de grande colère. Donc, qui, bien évidemment, s'est tourné majoritairement vers moi. Ah, bah oui. Bon, j'en rigole maintenant, mais à l'époque, ça me faisait pas rire du tout. Il se trouve que j'étais moi-même très, très en colère aussi. Je comprenais rien et je ressentais beaucoup d'injustice. Donc, ça a régulièrement provoqué des étincelles entre nous deux. Il se trouve que mon fils a de grandes compétences intellectuelles et émotionnelles, pardon.
Et donc, en fait, il s'ennuyait beaucoup à l'école. Donc, ça se passait pas forcément bien à l'école. Je pense qu'il avait besoin d'attirer l'attention. Enfin, voilà. Donc, c'était assez compliqué. Mais on a quand même trouvé du soutien pour lui. Il a été également accompagné et je pense que ça l'a aidé. Et ça nous a aidés. Aussi, ce qui nous a toujours aidé entre mon fils et moi, c'est qu'on a toujours communiqué et je suis assez fière de ça. Je suis une maman qui se remet quand même régulièrement en question et j'ai jamais hésité à m'excuser lorsque je pensais que c'était nécessaire. Donc, je pense que ça a aidé mon fils quelque part. Déjà, de voir que je pouvais être faillible. Mm. J'ai toujours refusé de me montrer, de dire non, non, tout va bien, voilà. Et je pense que quelque part, ça a aidé mon fils de voir que sa mère, tout comme lui, enfin, on pouvait avoir des moments où c'était pas OK. Mais ça n'a pas été facile, d'autant plus que, voilà, avec son père, c'était très compliqué aussi. Mais lui avait de très bons rapports avec son père. C'est-à-dire que, bah, de toute manière, voilà, moi, j'étais le mauvais objet, et son papa, voilà, c'était le pauvre papa qui était abandonné. Donc, voilà, que du classique, hein, que du Mm. classique. Donc, voilà. Donc, du coup, ton fils avait eu un soutien. Peux-tu en dire un peu plus, un soutien thérapeutique Absolument. ou par rapport justement Oui. à ces propriétaires qui ont servi de grands-parents de substitution? Voilà, je me souviens que Jeannette, donc la propriétaire, elle lui cuisinait, mon fils adore le flan, elle lui cuisinait sans arrêt des flans, donc ça, voilà, ça lui faisait du bien, je pense, c'était chaleureux. Mm. Et puis, donc, ça a été des référents quelque part, et des référents avec des bonnes valeurs, des valeurs de nature, de saison, des choses comme ça, qui lui ont appris plein de choses. Et il a eu aussi un soutien psychologique, il a été accompagné. Alors, je saurais pas te dire, c'était comme un centre pédopsie, si tu veux. Il allait y passer un déjeuner plus une après-midi et ils prenaient le déjeuner en groupe, si tu veux, et ça leur permettait d'apprendre à vivre en groupe, en fait. Mm. Donc, il avait à la fois un soutien individuel et aussi on lui donnait des clés pour accepter l'autre. Et je pense que ça l'a beaucoup aidé, tout ça. C'est Mais à la fin, bien. il en avait marre. Voilà. Ça l'a aidé, mais à un moment, il a dit que, voilà, il voulait plus. Et je pense qu'il était prêt. Il y a des belles choses qui sont mises en place quand même. Effectivement, à un moment, ils ont conscience que c'est bon, quoi. Ils ont traversé Et, la période qu'il fallait traverser et qu'ils ont grandi eux aussi et qu'ils ont pris ce qu'il y avait à prendre. Et voilà, maintenant, ils sont assez grands pour voir que ça sera plus pareil, mais ils vont vers autre chose, quoi. oui, et qui peuvent expérimenter les clés qu'on leur a données. Et j'en profite pour rebondir sur ce que tu me dis là. À une période, on avait été convoqué avec le père de mon fils par la directrice qui nous disait qu'il fallait augmenter le temps justement sur ce centre, etc. Et on n'était pas du tout d'accord avec son père. On le sentait pas du tout. Et on a tenu bon. Et je pense qu'on a très très bien fait puisque la directrice à la fin nous a dit qu'on avait bien fait d'insister pour dire qu'on n'était pas d'accord. Donc, je me permets de passer un message et de dire aussi qu'il faut se faire confiance, que toute figure d'autorité n'a pas forcément toujours raison et ne sait pas forcément ce qui est bon pour votre propre enfant. C'est un point effectivement important à rappeler, c'est de sentir Ouais, faut aussi, toi, écouter, mais pas voilà, trop. Voilà, c'est ça. écouter son cœur, écouter son enfant et se dire, mais lui a raison dans tout ça, qu'est-ce que ça va apporter, qu'est-ce que ça va pas apporter. Et effectivement, c'est s'écouter, c'est prendre en compte aussi, voilà, c'est pas parce qu'une personne, effectivement, d'un organisme professionnel dit des choses qu'elle a raison, hein. On le dit assez souvent, c'est Exactement. ne croyez pas tout ce qu'on vous dit, ayez aussi une part Exactement. de vous qui manifestez aussi vos avis, vos ressentis. C'est important à prendre en compte, hein. Exactement. Et dans tout ça, Emmanuel, en tant que femme, est-ce que tu prenais du temps pour toi? Est-ce que tu prenais soin de ta santé, de ton moral? Est-ce que tu avais des loisirs, une nouvelle vie amoureuse, puisque tu t'es partir en fait Bon, retrouver l'amour, hein, quand tu as quitté ouais. ton compagnon. Donc, dans tout ça, tu en étais où? Bah, en fait, si tu veux, je remplissais beaucoup, c'est-à-dire que effectivement, j'arrivais à sortir régulièrement. Je me baladais beaucoup, je toujours aimé la culture, lire, tout ça. Je faisais plein de trucs. J'allais au ciné, mais en fait, je remplissais. Même quand je sortais, j'étais beaucoup dans l'excès en fait. Donc, je me nourrissais pas bien, je prenais pas soin de
moi. Je faisais beaucoup d'excès, hein, on va pas se mentir. J'avais besoin de ça. J'avais beaucoup de délire comme ça. Donc j'avais beaucoup grossi. Et en fait, c'était pas du tout mon but à l'époque de m'occuper de moi. Je n'y pensais même pas, à vrai dire. Je n'en avais aucunement conscience. Moi, la seule chose qui m'obsédait, c'était de savoir que mon fils manque de quelque chose. Donc même quand je prenais un peu de temps pour moi, j'étais pas là, je pense. Et puis quant aux relations amoureuses, j'en ai eu quelques-unes au départ. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que ça me nourrissait pas du tout et que j'étais pas bien traitée du tout, que c'était des hommes qui me correspondaient pas du tout et qui me traitaient pas bien. Mais en fait, bah, c'est normal puisque je me traitais pas bien non plus. Et c'est là qu'il y a des questions qui ont commencé à se poser sur qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que Mmh. je peux faire? Ça aille mieux. Et il y a une phrase que tu viens de dire là qui ressort de toute façon dans toutes les histoires de maman solo de ce podcast, c'est que premières années, on a tendance à effectivement à nous mettre de côté et pour faire passer les enfants en priorité. C'est un peu un terme, on va dire, de sacrifice, hein. Vraiment, on met sa vie entre parenthèses, sa santé entre parenthèses, alors que c'est tout l'inverse qu'il faudrait faire. Exactement. Et pour mieux Exactement. prendre soin de son enfant, c'est que nous, on soit bien déjà avec nous, qu'on soit bien Complètement. dans son corps, dans sa peau, dans sa tête. Voilà, qu'on se mette en fait toutes les billes aussi de notre côté pour pouvoir être et paraître vraiment en forme, en pleine santé, même qui garde le sourire, mais pas d'apparence, vraiment. Exactement. Et le problème, c'est que même quand tu sors, quand tu fais des trucs avec des copines que tu peux rencontrer par-ci par-là, ben en fait, t'es pas vraiment présente. Et le pire, je pense, c'est que tu ne t'en rends absolument pas compte. Tu as l'impression que tu fais ce qu'il faut. Et moi, je m'en suis rendu compte très très tard, beaucoup plus tard. Et ça, tu t'en es rendu compte comment? Est-ce que pareil, tu as eu un sursaut, une prise de conscience et te dire non mais c'est pas ça, c'est pas ce qu'il faut faire en fait, je suis pas sur la bonne route quoi. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, ben, j'étais pas heureuse dans cette situation. Donc, si tu veux, Mm. ça m'apportait le fait de sortir, d'avoir des relations amoureuses, ça ne me remplissait pas de bonne façon. Ça ne m'apportait rien. Donc, j'étais complètement frustrée. J'arrivais à rien, à ne rien construire, en fait. Et moi, j'ai besoin de sens dans ma vie. Donc là, je perdais tout sens. Donc, c'était affreux. Et en fait, j'allais de plus en plus mal. En fait, j'avais le sentiment que je m'enfonçais de plus en plus. J'étais terriblement angoissée. J'avais un très, très mauvais sommeil. Et surtout, je commençais à paniquer un petit peu parce que j'avais vraiment le sentiment que quelque chose de grave allait arriver, en fait, que j'allais vers quelque chose de grave. Et un soir, j'arrivais pas du tout à dormir. Je fais comme une crise d'angoisse, en fait. J'ai senti un poids sur mon cœur très lourd. Et en fait, et je vous jure que c'est vrai, j'ai entendu une voix qui me disait, si tu pars pas, tu vas mourir. C'était une voix très forte. Et bien sûr, c'était moi qui me parlais. Mais en fait, je me suis écoutée et il se trouve que mon fils allait rentrer en CM2. Donc, je me suis dit, bah, si on part, il aura du temps pour se faire des amis avant la sixième. Et moi, mon contrat de travail s'arrêtait. Donc, je me suis dit que paradoxalement, ça serait dur, mais que c'était le bon moment. Je me remercierai jamais assez d'avoir pris cette décision parce que, voilà, j'ai été beaucoup plus simple, enfin, entre guillemets, après, quand même. Et je pense que j'ai fait vraiment le bon choix parce que il allait se passer quelque chose. Donc, je suis retournée dans le sud, en fait, et j'ai retrouvé un appartement. Je pense que j'attendais beaucoup de mon retour. C'est que j'attendais beaucoup des autres. Et ça a été super au début parce que j'étais beaucoup plus entourée. Forcément, j'ai retrouvé des proches, etc. Et c'était très festif, très boum boum, voilà. Puis petit à petit, les choses ont repris leur place et je me suis retrouvée à nouveau dans cette situation de quotidien d'isolement avec mon fils. Et d'autant plus que là, j'étais loin du père de mon fils, donc il le prenait beaucoup moins sciemment. Que j'ai eu à faire face à ça aussi, à cette attitude-là. C'est-à-dire, je le prends quand j'en ai envie. Comme les relations avec le père de mon fils se sont vraiment dégradées, ben, j'ai entamé une procédure. J'ai mis presque 7 ans avant de le faire pour bien mettre les choses au clair. Et puis c'était très important pour mon enfant, je pense. Lui, je pense que mon enfant n'en avait pas conscience, mais moi j'avais conscience que c'était très important pour mon enfant. Et ça, c'est pareil, tout comme je me suis permis de faire une réflexion sur les décisions des psychologues, etc., et de notre ressenti en tant que parent, je ne saurais trop conseiller aux mamans solo de ne pas hésiter à faire une procédure, à officialiser une séparation, ne serait-ce que pour les visites. Parce que moi, mon fils, il était très en colère contre moi et c'était jamais de la faute de son papa quand il venait pas le chercher, etc., etc. Et moi, j'ai fini par dire à mon fils, écoute, il y a un jugement là qui est dans la commode.
c'est ton jugement, c'est pour toi, c'est pour que tu aies une vie équilibrée. Donc, tu vas le regarder quand tu veux. C'est-à-dire, j'ai pas forcé mon fils à le lire, je ne lui ai pas lu. Et un jour, il était sûr de lui, il est allé le lire, il m'a plus jamais refait de réflexion sur le fait que c'était de ma faute si papa venait pas le chercher. Donc, je Mm. ne saurais trop vous conseiller Maman Solo. Ça ne reste que mon avis, chacun fait comme il veut, mais ça permet quand même d'être protégé et que votre enfant soit protégé. Que Oui, chacun prenne ses responsabilités aussi. ouais. C'est surtout que ça met un cadre, mais que ça Exactement. apaise aussi les Ouais, relations entre les enfants et les parents. complètement, Euh, complètement. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. À partir du moment où mon fils est allé lire ce jugement, ça a été terminé. Parce que c'est vrai que c'est Voilà, difficile pour un enfant de comprendre les relations des grands. Déjà, complètement. toi, tu es reparti sur Montpellier, lui, il était peut-être pas d'accord. Complètement. Voilà. Mais il l'a pas regretté non plus. Voilà. C'était un passage difficile, mais il l'a pas regretté. Et alors, pendant toutes ces années, en tant que maman solo, qu'est-ce qui t'a manqué le plus? Alors, peut-être que c'est pas forcément la réponse à laquelle les personnes vont s'attendre, je ne sais pas. Moi, en fait, je pourrais parler du soutien que j'ai pas trouvé aussi investi, tout ça. J'en parlerai un petit peu après. Mais ce qui m'a le plus manqué, en fait, c'est de base solide et c'est de discernement. Parce que, alors, ça paraît facile de dire ça maintenant que je vais bien, que les mamans solo qui vont pas bien, qui vont m'entendre, vont me dire, ah bah c'est facile, du discernement. La priorisation, de la confiance en soi, c'est facile, mais quand tu vas pas bien, t'as pas tout ça. C'est clair. Mais moi, c'est vraiment le discernement qui m'a manqué parce que le discernement, c'est comme une base de confiance en soi et ça permet j'allais dire, de prioriser. Ça permet de prendre soin de soi, de se prioriser de temps en temps par rapport à son enfant. Et surtout, le discernement, ça permet de se rendre compte qu'il y a toujours du positif dans sa vie. Et moi, à l'époque, malgré le chaos que c'était, j'avais du positif. Sauf que j'étais incapable de le voir. Et c'est ça qui m'a manqué, en fait. Je pense que ça fait partie. Je prends totalement ma responsabilité et ça me fait du bien d'ailleurs de te dire ça parce que ça me permet de prendre ma responsabilité de ce qui s'est passé pour moi à cette époque. C'est de voir qu'il y a toujours, parce que tu vois, il y avait mes propriétaires, j'avais quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Même si c'était pas aussi intense que je le voulais, aussi profond que je le voulais, il y avait quelque chose. Et si tu veux, même le soutien que j'avais tellement peu de confiance en moi que je le voyais pas en fait et j'ai pas pu l'apprécier et je me suis enfermée dans quelque chose. Donc c'est ça qui a été terrible pour moi. Mais bon, voilà, ça faisait partie de mon chemin, donc c'est très bien. Après, par contre, c'est vrai que j'aurais quand même aimé que mon fils se construise de manière un peu plus entourée. En tout cas, j'aurais aimé que mon fils ait un environnement plus rempli, parce qu'il s'est quand même construit dans la solitude. Mais en même temps, je crois que mon fils aime beaucoup la solitude. Que voilà, c'est comme ça. Je rebondis sur effectivement le manque de discernement, comme tu dis. En même temps, on est jeune, hein, 30, Oui, 35 exactement. ans. C'est une expérience qu'on vit vraiment. Complètement. C'est le milieu de vie aussi, hein, qui Et commence à gratter à la voilà. porte, hein, donc. Et si on n'a pas aussi été éduqué, on n'a pas les schémas parentaux, familiaux qu'il nous faut, vit une aventure. Après, chacun vit sa vie à sa façon, comme il peut. Des fois, il y en a, ben, ils ont plus de confiance, ils arrivent à, voilà, à foncer, à être droit dans leurs bottes, à réussir leur vie, mais beaucoup, et notamment bah, quand on se retrouve seul avec un enfant, on n'apprend pas ça dans les livres. Non, c'est beaucoup plus connu parce que ça, Internet, ça nous permet d'apprendre et d'avoir des informations beaucoup plus rapides, d'être suivi par des thérapeutes maintenant qui sont aussi spécialisés dans ces situations. Après, effectivement, c'est tout qui concerne la confiance en soi, la connaissance de soi. Exactement. Et puis, c'est aussi cette idée que les autres ne peuvent pas vous sauver. Je pense que c'était mon problème à l'époque, ça l'est plus maintenant, parce que j'ai appris justement, j'attendais trop des autres. Tu vois, c'est pas un hasard si j'ai choisi la phrase de Robin Williams. Qu'à un moment, il faut se dire, non, mais je ne vais pas mettre la clé de mon bonheur dans la poche d'un autre. Et ça va aller mieux d'ailleurs. Comme dit la phrase aussi, on ne donne que ce qu'on peut. Et Mm. moi, la première, je ne donne que ce que je peux. Et en lien avec cette question du manque, qu'est-ce que tu aurais aimé trouver? Alors, pas par rapport au manque de discernement, mais est-ce que tu aurais aimé trouver un groupe de femmes dans ton village? Oui, ça c'est possible.
ça m'aurait fait peut-être du bien, mais encore une fois, je suis pas sûre que j'aurais été capable de me tourner vers un groupe. Je pense que j'avais vraiment une grosse peur du groupe à l'époque. Ça, c'est vachement bien. Et ça, je le sais maintenant parce que moi-même, participant à plusieurs groupes, je sais ce que peut apporter le groupe et comme ça peut faire avancer. L'individuel fait avancer, mais les groupes également font vraiment avancer. Il y a quelque chose de l'ordre de l'énergie qui porte. Donc, je peux pas te dire que ça m'a manqué, mais je ne saurais trop conseiller aux autres mamans solo de tenter le coup si elles y arrivent. Je pense que ça vient aussi du lieu d'habitation. Si, comme toi, elles vivent dans des villages de 100 habitants qui sont plus âgés qu'elles. Et vraiment, je n'ai rien contre les Hautes-Pyrénées, qui sont une région magnifique. C'est une ambiance dans ces petits villages qui est particulière. Et il faut être costaud pour affronter ça. Ok. Et, bon, tu nous as quand même partagé plusieurs conseils durant tout le podcast. Quelle est la plus grande leçon de vie que tu retiens de cette vie de maman solo? Mais que je suis hyper reconnaissante de tout ce qui m'est arrivé et que je suis toujours là, que j'en ai gagné une force énorme, aussi bien en tant qu'être humain, c'est-à-dire que pas forcément en tant que mère. En tant que mère, oui, mais en tant que femme aussi. Toutes les difficultés que j'ai traversées à travers cette période, et je suis toujours maman solo, hein, je n'ai pas refait ma vie à l'heure actuelle. J'ai un long processus à faire encore et je suis très motivée par ce long processus. Voilà, il y a des jours je le vis moins bien que d'autres, hein, soyons honnêtes. Et puis j'ai une complicité avec mon fils qui est magnifique. Les leçons de vie que j'ai, c'est qu'il y a toujours des belles choses dans ces histoires et qu'il faut jamais baisser les bras. Alors il faut jamais dire jamais non plus, d'ailleurs. Mais il faut pas baisser les bras et il y aura des très belles choses qui vont vous arriver et ça a mis en valeur tout ce que je suis, mon intelligence, ma force, ma lumière. Ça va mettre en valeur tout ça chez vous aussi. C'est des épreuves qu'on traverse et qu'on dépasse et qu'on transforme. Ben, Voilà. merci pour tous ces partages. Et pour conclure, Emmanuel, quels sont donc tes projets pour 2024? J'en ai plein, mais je vais faire vite. Bah déjà, je vais continuer à prendre soin de moi parce que bah ça y est, j'ai compris et je sais faire maintenant. Donc je vais continuer à prendre du temps à la fois donc pour moi, mais aussi pour développer mon activité. Et la chance que j'ai, c'est à l'heure actuelle, c'est que j'ai du temps et que je l'utilise bien et comme j'ai envie de la mettre en place, de la manière qui me correspond. Et ça, c'est top. Je vais aussi voyager de nouveau parce que ça fait super longtemps que je me suis pas fait ce cadeau. Je vais aussi continuer à profiter de tout ce qui est dans ma vie, que j'ai dans ma vie, et j'ai beaucoup. Je me sens très reconnaissante aussi pour ça. Et l'idée aussi, ce que je peux dire aux mamans solo, c'est d'essayer de se concentrer, parce que c'est pas toujours facile, se concentrer sur ce qu'on a et ne pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas. Ça, c'est important, je pense. J'ai envie de rencontrer plein de nouvelles personnes qui me correspondent. Et pourquoi pas mon amoureux, je l'ai toujours dans un coin de mon cœur. Voilà, mon futur amoureux. Et pour terminer sur mon fils, qui m'a beaucoup aidé pendant toutes ces années, quand même. On s'est beaucoup aidé l'un avec l'autre. Bah, de continuer à profiter de magnifiques moments avec mon fils, que je trouve merveilleux, dont je suis très fière et continuer avec lui à nourrir et à renforcer notre complicité et notre lien unique. Voilà. C'est mes projets pour 2024. Eh bien, je trouve que c'est une très belle conclusion de ce cast. Merci, ça me touche. Et la relation, voilà, avec son enfant est très importante, même s'ils grandissent, même Ouais. s'ils sont grands, 22 ans, ben, ils ont encore besoin de leur maman, même s'ils ont besoin de vivre aussi leur vie, déjà d'aller vers la vie, la vraie vie, on va dire, de grand, hein. C'est ça, de jeunes adultes. De jeunes adultes. Donc, on est là encore pour les guider, les aiguiller, les épauler, les consoler. Le rôle de maman solo, effectivement, comme tu le disais, ben, on l'a à vie. Enfin, même si on Ouais. reconstruit à côté une vie amoureuse, Mm. toujours la maman de son enfant. Donc, moi, c'est là-dessus que je conclus. C'est exactement ça. Et je te remercie encore beaucoup de ta participation donc, à cet épisode. Mais j'étais ravie. Je suis très heureuse parce que c'est aussi, je pense que tu permets par ce podcast de mettre en avant comme une reconnaissance de tout ce qu'on doit porter les mamans solo aussi. Alors, toutes les mamans en général, mais bon, disons que quand même, quand tu es seule, tu as quelques difficultés supplémentaires quand même, je pense. Je trouve ça magnifique de ta part de permettre qu'on soit reconnu, tu vois, ça fait du bien. Et moi aussi, ça me permet aussi
Moi, j'étais maman solo, hein, je sais un peu ce que Ouais. vivent les mamans solo, mais c'est ce que je remarquais, c'est qu'en fait, quand on va dans un dîner ou quand on va chez des amis, on te dit pas: «Ah mais tu es maman solo». Tu le dis pas toi: «Ben moi je suis maman solo». Tu dis: «Moi j'ai un Mmh, enfant». mmh mh. Mais voilà, ils savent peut-être que tu es séparée, peut-être que tu es divorcée, mais c'est pas les sujets de conversation qu'on a, en soirée avec des amis et ça me a choquée, mais je me dis: «Non mais on est quand même là, on existe, des choses à dire, on a vécu des choses pas confortables, mais on est quand même là, quoi». Ben, bravo, c'est réussi. Merci beaucoup Emmanuel, Merci beaucoup, Sophie. bonne continuation, bon projet. Merci, toi On aussi, et à on très se vite. revoit on À se très revoit en vite. 2024. Avec grand plaisir. Je suis sûre que j'aurai plein de choses à te raconter. Bonne Allez, journée et au revoir à tous et bonne ah, continuation à toutes. Voilà. merci, Au à revoir. bientôt, au revoir. Tout au long de cet épisode, Emmanuel a donné des conseils, des pistes, des informations utiles aux mamans solo qui nous écoutent. Mais le plus important à retenir, c'est vraiment de s'écouter et ne pas rester dans une situation dans laquelle on survit, où on a notre feu intérieur qui s'éteint, on meurt quasiment à l'intérieur. Je ne le redirai jamais assez, mais surtout, ne pas rester seul. Que vous soyez dans une grande ville, un village, il y a toujours des associations, des thérapeutes, des professionnels, des personnes qui peuvent vous écouter, vous aider à reprendre confiance en vous, à vous valoriser et vous motiver pour retrouver votre joie de vivre. C'est ce que je propose en tant que coach de femmes et de mamans solo. C'est d'abord une écoute sans jugement et en toute bienveillance. Profitez de l'appel offert de 30 minutes que je vous réserve, un appel qui vous fait du bien, qui rallume l'étincelle dans votre vie et l'espoir que tout est possible. Contactez-moi via mon site ou Instagram pour caler cette bulle de joie. Pour m'aider dans la diffusion de cette chaîne YouTube, je t'invite à laisser un pouce bleu. Si ce contenu te plaît, si les histoires que tu écoutes sont inspirantes et t'aident dans ta vie de maman solo. À bientôt pour un autre épisode.